François Salvadori, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en immunologie à l'Université de Bourgogne et co-autrice avec Laurent-Henri Vigneault de Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, paru aux éditions Vendémiaire. Alors, vous avez étudié les vaccins à travers les siècles et l'acceptation du vaccin. Donc, cette résistance que l'on voit aujourd'hui, on peut dire qu'elle va dans le cours de l'histoire. Oui, on a observé alors évidemment pas des antivax, mais des gens qui étaient sceptiques, voire méfiants, voire refusant la vaccination dès les débuts de cette pratique, qui n'était pas la vaccination à proprement parler, mais ce qu'on appelait la variolisation. Donc on inoculait en fait la maladie. Voilà. Alors de façon très artisanale. De façon très artisanale, puisque les premières pratiques qui viennent d'Orient consistaient à prélever du pus chez quelqu'un qui avait la variole, dans un bouton varioleux, et l'insérer sous la peau de quelqu'un pour le protéger, puisqu'on avait observé que quelqu'un qui avait eu la variole ne l'avait pas une seconde fois. Donc on espérait lui donner sous une forme bénigne pour le protéger d'une forme grave. Et pour la petite histoire, en fait, il y avait une résistance parce que cette pratique, elle venait... Le fait qu'elles viennent d'Orient, qu'elles ne soient pas occidentales, et qu'elles viennent aussi de femmes, parce que c'était une pratique plutôt féminine, dans des quartiers plutôt populaires de Constantinople, pratiquée par des femmes avec quelques petites prières, comme presque un rite. Et donc, elle a eu contre elle également d'être importée en Occident par Lady Montaigu. Donc, en fait, une femme qui nous amène une pratique de femme ne pouvait qu'amener la méfiance. Donc, elle a donné, en fait, en quelque sorte, ses lettres de noblesse à cette pratique. Oui, une noblesse en plus que finalement, cette pratique était plutôt pratiquée dans les salons, chez les nobles et chez les bourgeois. Et c'était une technique plutôt d'élite, si on peut dire. Donc, une pratique plutôt qu'une technique. Qui avait, si on réfléchit en termes actuels, une certaine efficacité en termes de balance bénéfice-risque, mais qui avait quand même un grand risque. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir la variole. Mais on avait beaucoup moins de chance. Et on pouvait en mourir. Donc on avait quand même beaucoup moins de chance, si on réfléchit comme actuellement, de mourir de cette variolisation que de la maladie elle-même, qui tuait jusqu'à 10% de la population. Et on avait 30% de chance d'en mourir quand on la contractait, ce qui était terrible. Alors, variole, donc, éradiquée. Plus récemment, la poliomyélite, qui a été éradiquée aussi grâce à une vaccination de masse. Oui, la poliomyélite, est presque éradiquée. Et en fait, l'OMS essaie de l'éradiquer depuis plusieurs décennies. Il ne reste que quelques dizaines de cas dans le monde, dans 2 pays, le Pakistan et l'Afghanistan actuellement. C'était une maladie qui pouvait faire jusqu'à 500 000 morts par an dans les années 1940-1950, et en particulier dans les pays riches. Ce qui, sans doute, a fait que ce vaccin s'est énormément développé, a été distribué sur la planète entière. C'est toujours le cas. C'est toujours une vaccination obligatoire en France et dans... Donc le vaccin, non seulement a permis d'éradiquer de grandes maladies, mais le vaccin permet aussi une espérance de vie beaucoup plus importante. Alors, quelles sont aujourd'hui les raisons des antivax, si on doit en pointer quelques-unes? Les raisons... Alors, c'est assez variable, et à la fois dans les arguments et dans l'intensité de l'antivaccinisme. C'est-à-dire qu'il y a quelques militants, qu'on peut estimer à sans doute 10%, mais pas beaucoup plus, et beaucoup de gens qui sont seulement méfiants. Et cette méfiance, elle peut reposer, selon les pays et selon les maladies, sur des critères différents. Mais on peut trouver des arguments religieux, qui ont tendance à s'amenuiser avec le temps, mais qui peuvent rester assez... quoique minoritaires, très forts. On va trouver des arguments qui tournent autour de la conception de la nature, l'idée qu'étant la nature est bonne, le vaccin est artificiel, et mieux vaut la nature que l'artifice. Très présent actuellement, cet argument. Toujours aussi, depuis le début, on s'est méfié, une part des scientifiques et des médecins se sont méfiés de cette pratique en proposant une autre ou en proposant un schéma alternatif d'explication. Donc, d'une certaine façon, de se mettre hors système. On a vu des exemples très, très récents, et il y en a depuis le début. Et enfin, les motifs politiques, c'est ceux qu'on va observer surtout dans la rue, c'est-à-dire les gens qui vont s'opposer à l'obligation, à la contrainte, au fait que l'État entre finalement dans la gestion de notre propre santé, que nous voulons voir comme notre liberté. C'est un peu la posture des antipasses, parce que là, on est vraiment dans un débat qui est quasi philosophique entre la liberté individuelle et la santé collective. Voilà, c'est le conflit éternel de la vaccination, si je puis dire. C'est un médicament très particulier, une sorte de médicament politique, puisqu'en fait, l'efficacité ne se mesure que statistiquement et au niveau de la population. Aucun individu vacciné ne peut savoir si ce vaccin était utile ou efficace chez lui. Donc il faut admettre ce pari, et qui est un pari collectif.
Et c'est pour ça que c'est un conflit entre la liberté individuelle et le devoir d'un État de protéger chacun et tout le monde par chacun et chacun par tout le monde. Il y a également une suspicion économique, on va dire, de l'enrichissement des pharmacies, enfin des industries qui fabriquent le vaccin. C'est un médicament. Bien sûr, des industriels gagnent beaucoup d'argent et elles vont en gagner avec ce vaccin-là. Elles en gagnent aussi avec beaucoup d'autres médicaments. C'est pas forcément le marché c'est même évident que c'est pas le marché des vaccins qui leur rapporte le plus d'argent, mais elles leur apportent de l'argent. C'est peut-être le moment, en effet, et ce sont des débats actuellement dans tous les pays du monde, de réfléchir à une autre façon d'organiser l'économie du vaccin, surtout en cas d'urgence mondiale à laquelle nous faisons face actuellement. Oui, parce qu'il va falloir partager ce vaccin si on ne veut pas que finalement on le reprenne en boomerang par un autre pays qui ne serait pas vacciné. Absolument. Tant que nous aurons des pays et des continents entiers où la vaccination n'est pas, est minoritaire, 2% des Africains, un peu plus en Inde, mais beaucoup de circulation du virus, vont faire, et avec la mondialisation, les échanges, les voyages, forcément des variants vont émerger, ils vont continuer d'émerger dans les pays non protégés. Si nous sommes vaccinés, nous allons penser que nous allons être protégés, mais nous n'aurons jamais une protection totale à 100% de tout le monde. Et finalement, oui, il faut aussi se dire que si on sauve les autres, on va se sauver. Est-ce que ça veut dire faire tomber les droits des brevets, par exemple ? Il y a sans doute une réflexion à mener sur les brevets. Il y a sans doute une réflexion à mener sur l'accès à ce vaccin qui serait peut-être un médicament différent des autres. Peut-être il faut c'est-à-dire créer des génériques ? Peut-être créer des génériques alors que pour le moment ça ne se fait pas. Certains proposent aussi la notion de commun de l'humanité, comme les forêts sont des communs, l'oxygène est un commun, le vaccin, la façon de se protéger de façon durable contre des maladies émergentes qui vont nous tomber dessus dans les décennies qui viennent à coup sûr. C'est un débat, finalement, ça peut être un moment de se poser de vraies questions sur une garantie d'égalité d'accès qui permettra à chacun de... Oui, ce sera un enjeu un enjeu réel. Merci beaucoup François Salvadori. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en immunologie à l'Université de Bourgogne et co-autrice de Antivax, la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours, paru aux éditions Vendémiaire. Merci beaucoup. Merci.